Salut tout le monde. 95% d'entre vous regardent nos vidéos sans être abonnés, et cela nous attriste. On change ça ensemble? Votre soutien est inestimable. Abonnez-vous. Bon visionnage. Il y a des silences qui résonnent plus fort que les cris. Des non-dits qui pèsent plus lourd que les aveux les plus sombres. Le mien, celui que je portais au plus profond de mon être, était devenu un monstre silencieux, rongeant les fondations de ma vie, de mon mariage, de tout ce que je croyais acquis. Connais-tu ce sentiment? Cette certitude intérieure que tu es en train de marcher sur un chemin jonché d'éclats de verre, mais que tu es impuissant à changer de direction. C'est ainsi que j'ai vécu les derniers mois, comme un somnambule, les yeux ouverts sur ma propre déchéance, orchestrée par celle que j'avais juré d'aimer. Je m'appelle Antoine, j'ai 45 ans, et à première vue, je suis un homme tout à fait ordinaire. Je vis dans une petite ville de province, loin de l'agitation des grandes métropoles, dans un appartement douillet mais sans prétention, comme des millions d'autres Français. Mon quotidien est rythmé par l'odeur du café fort le matin, le murmure des infos à la radio et le crissement des pneus sur la route mouillée. Je suis de ces hommes qu'on croise dans la boulangerie le dimanche matin, le journal sous le bras, ou dans les rayons du supermarché un soir de semaine. Un homme qui semble avoir une vie simple, prévisible, presque effacée. Et c'était précisément ce que je voulais que l'on perçoive de moi. Mais derrière cette façade de banalité, je portais un secret, un voile d'invisibilité auto-imposé qui, je l'espérais, me protégerait des épreuves passées et me permettrait de bâtir un bonheur plus authentique, loin des projecteurs. Ma routine commence toujours avant l'aube, à l'heure où les étoiles hésitent encore à céder leur place au premier filet de lumière pâle. Le réveil vibre discrètement sur la table de nuit, une onde légère qui suffit à me tirer de mes songes. Caroline, ma femme, dort toujours profondément à mes côtés, enveloppée dans un sommeil que j'envie parfois, un sommeil qui semble épargné par les angoisses sourdes qui habitent mes propres nuits. Je glisse hors du lit avec la prudence d'un félin, chaque mouvement calculé pour ne pas briser la quiétude de son repos. La cuisine est mon sanctuaire silencieux de ces premières heures. L'eau qui chauffe, le léger sifflement de la bouilloire, l'arôme puissant du café moulu qui se diffuse lentement, chassant les dernières brumes de la nuit. Ce rituel, solitaire et immuable, était devenu un ancrage, un moment où je pouvais rassembler mes pensées, préparer mon esprit à affronter une nouvelle journée faite de duplicité et de dévouement. Mon origine est humble, rurale même. J'ai grandi dans une ferme, les mains dans la terre, le corps habitué au labeur. Mes parents étaient des gens simples, honnêtes, qui m'ont inculqué la valeur du travail et l'importance de l'intégrité. Ils n'avaient que peu de moyens, mais une richesse de cœur inépuisable. C'est de là que vient ma résistance à l'ostentation, mon désir de ne pas être défini par les titres ou les possessions. Je les vois encore, le soir, assis à la table de la cuisine, racontant leur journée, leur joie simple, leurs soucis qui, à l'époque, me semblaient insurmontables, mais qui aujourd'hui, avec le recul de l'expérience, me paraissent empreints d'une touchante innocence. J'ai quitté cette ferme avec une bourse d'études, la promesse d'une vie meilleure, d'un savoir à acquérir, d'une soif de comprendre et de guérir. J'ai travaillé d'arrache-pied, sacrifié ma jeunesse, mes loisirs, pour une seule et unique passion, la médecine. Et j'y suis parvenu. Mieux que je n'aurais pu l'imaginer dans mes rêves les plus fous. Mon chemin m'a mené à travers des années d'études acharnées, de nuits blanches et de sacrifices. J'ai gravi les échelons, un par un, avec une détermination sans faille. J'ai passé des concours, écrit des thèses, publié des articles qui ont fait le tour du monde médical. Mon nom, Antoine Dubois, est apparu dans les revues spécialisées, à côté de découvertes et de techniques chirurgicales novatrices. Je suis devenu professeur, une référence dans mon domaine, invité à des conférences internationales, consulté pour les cas les plus complexes. Mes mains ont sauvé des vies, des milliers de vies.
J'ai tenu le scalpel avec la précision d'un horloger, la concentration d'un maître d'échecs, la foi d'un prêtre. Mais cette célébrité, cette reconnaissance, elle m'avait aussi coûté cher. Elle avait drainé mon énergie, m'avait éloigné de la simplicité que j'appréciais tant. Les jalousies, les rivalités, la pression constante des attentes, tout cela avait fini par me peser. J'avais rêvé de guérir, pas d'être une icône. Alors, j'ai pris une décision radicale, presque folle aux yeux de certains. J'ai ralenti. J'ai démissionné de mon poste de chef de service dans un grand hôpital parisien, refusé des propositions de chaires universitaires à l'étranger. J'ai choisi de revenir à l'essence de mon métier, à ce qui m'avait initialement attiré vers la médecine. J'ai trouvé un poste d'assistant médical dans un hôpital de province, dans une ville tranquille. Non pas un infirmier à proprement parler, mais un rôle d'appui aux chirurgiens, un consultant discret, un mentor pour les jeunes résidents. Mon nom figurait sur ma blouse, sans titre ronflant. Juste, Antoine Dubois, et le rôle de support chirurgical. Pour la plupart, je n'étais qu'un membre du personnel de soutien, un homme d'expérience qui rendait de précieux services sans jamais chercher la lumière. C'était ma bulle, mon exil volontaire, ma quête de paix. Je pouvais continuer à pratiquer, à enseigner, à opérer même, mais dans l'ombre, loin du tumulte. Qu'aurais-tu fait, toi, si le poids de la reconnaissance était devenu plus lourd que le fardeau de l'anonymat? Mais Caroline, ma femme, elle, ne partageait pas du tout cette philosophie. Elle, c'était le soleil, le mouvement, l'éclat. Elle avait rencontré l'Antoine au sommet de sa carrière, l'homme dont le nom était murmuré avec respect dans les couloirs des congrès. Elle aimait cet éclat, cette aura de succès qui, elle en était convaincue, rejaillissait sur elle. Son ambition était palpable, presque une force vitale. Elle avait toujours rêvé d'une vie faite de luxe, de reconnaissance sociale, de dîners mondains et de voyages exotiques. Pour elle, la réussite se mesurait à l'aune des possessions matérielles et de l'admiration d'autrui. Quand je lui ai annoncé ma décision de prendre du recul, de changer de voie pour une vie plus simple, ses yeux avaient perdu un peu de leur brillance. Elle avait accepté, oui, du bout des lèvres, avec l'espoir secret que ce ne serait qu'une passade, une crise de la quarantaine passagère, avant que je ne reprenne ma place légitime, celle du professeur émérite qu'elle avait épousé. Chaque matin, en la quittant, je voyais bien la déception dans son regard quand elle parlait à ses amis. Mon mari, Antoine, il travaille à l'hôpital, tu sais, en tant qu'assistant. Le ton était toujours un peu contrit, la voix à peine audible sur la fin de la phrase, comme si elle s'excusait d'avoir un époux si ordinaire. J'entendais ses amis lui dire « Ah oui, c'est bien aussi, c'est un travail utile. » Mais dans leurs yeux, je lisais la pitié, ou pire, le désintérêt. Caroline, elle, aspirait à la jalousie, à l'envie dans le regard des autres. Elle voulait exhiber une vie rutilante, un mari performant, pas un homme en quête de sens. Sa routine était faite de café avec ses amis, de séances de shopping compulsif pour combler un vide que ni les sacs griffés ni les bijoux ne parvenaient à effacer. Elle surfait sur les réseaux sociaux, comparant sans cesse sa vie à celle des influenceurs, des femmes de chirurgie ou d'avocats qu'elle enviait ouvertement. Les cartes de crédit commençaient à s'accumuler, les extraits de compte à rougir. Mais elle balayait mes inquiétudes d'un revers de main. « Il faut bien vivre un peu, Antoine. Tu travailles si dur. On a le droit de se faire plaisir. » Le mot « plaisir » était devenu un mantra, une justification à des dépenses que nos revenus d'assistant médical ne pouvaient objectivement plus suivre. Notre appartement, il y a quelques années, était notre refuge. Aujourd'hui, il lui semblait trop petit, trop quelconque. On devrait déménager. Tu ne penses pas, Antoine ? Un peu plus grand, avec un jardin. Tu sais, comme chez les Dupont. Le mari est architecte, il gagne très bien sa vie.
Les allusions étaient de plus en plus fréquentes, de plus en plus directes. Elles étaient des coups de boutoir contre le fragile équilibre que j'avais tenté de construire. Je hochais la tête, j'essayais de dévier la conversation, de lui parler de l'importance des choses simples, de notre bonheur ensemble. Mais ses yeux se perdaient déjà ailleurs, rêvant de villas avec piscine et de voitures de sport. N'avait-elle donc pas compris que ma quête de simplicité était aussi une manière de me retrouver, de nous retrouver loin des artifices? Ou n'était-ce que moi qui m'illusionnais sur la profondeur de nos liens? Le soir, quand je rentrais, l'atmosphère était souvent lourde. Le silence à table était parfois si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Je lui racontais ma journée, les patients que j'avais aidés, les internes que j'avais guidés. Elle écoutait d'une oreille distraite, son regard accroché à l'écran de son téléphone, balayant les photos de vie qu'elle jugeait plus enviables. « Tu sais, Antoine, Madame Durand vient de refaire sa cuisine. Elle est magnifique. Ça nous irait si bien, cette île centrale. » Elle ne voyait pas la fatigue dans mes yeux, la passion encore brûlante pour mon métier, même sous cette forme humble. Elle ne voyait que ce qui manquait, ce que nous n'avions pas, ce que son infirmier ne pouvait pas lui offrir. Cette routine, cette accumulation de petites frustrations, de désillusions silencieuses, commençait à creuser un fossé entre nous, un abîme que je sentais s'élargir chaque jour un peu plus. Je voyais notre couple comme un vieux meuble en bois précieux, héritage d'un amour ancien, dont la patine se ternissait lentement, tandis que des vers rongeaient discrètement les entrailles. Les premiers signaux d'alerte, au début, étaient de simples ombres, des murmures à peine audibles dans le brouhaha de notre quotidien. Je me souviens d'un soir, il y a quelques mois de cela. Nous étions à un dîner chez des amis communs, les Martin. La conversation portait, comme souvent dans ces cercles, sur les carrières, les promotions, les réussites de chacun. Quand venait mon tour, Caroline prenait la parole avant moi, comme si elle se sentait obligée de justifier ma présence, de minimiser ce qu'elle considérait comme une régression. Antoine a choisi une vie plus calme, vous savez. Il travaille à l'hôpital, il assiste les chirurgiens. C'est un travail très utile. Le mot « utile » était prononcé avec une pointe d'ironie à peine voilée, comme un euphémisme pour « pas assez prestigieux ». Je sentais les regards des autres glisser sur moi, empreints d'une légère gêne, puis se détourner rapidement vers des sujets plus brillants. Moi, je souriais, j'acquiesçais. J'essayais d'expliquer la richesse de ce que je faisais. Mais personne n'écoutait vraiment, surtout pas Caroline. Elle buvait à petites gorgées son verre de vin, le regard ailleurs, déjà lassée de l'image qu'elle donnait. C'était la première fissure dans le mur de notre intimité, un bruit sourd dans les fondations. Puis, il y a eu l'arrivée du docteur Marc Lambert. Ah, Marc. Je l'ai vu la première fois au détour d'un couloir, un jeune homme élégant, la trentaine à peine, les cheveux impeccablement coiffés, le sourire facile, l'assurance de ceux qui pensent que le monde leur est dû. Il était interne en chirurgie, fraîchement débarqué dans notre service, plein d'ardeur et de cette arrogance caractéristique des jeunes diplômés qui se voient déjà au sommet. J'avais l'habitude de côtoyer ce genre de profil. Je les avais même formés par centaines. Mais Marc avait quelque chose de différent, quelque chose qui, je le sentais, allait résonner d'une manière particulière chez Caroline. Elle avait commencé à venir me chercher à l'hôpital plus souvent. Au début, j'avais été touché, pensant qu'elle cherchait à partager un peu de mon monde, à comprendre ma passion. Mais très vite, la réalité s'était imposée, brutale et inévitable. Ces visites coïncidaient étrangement avec les heures de sortie de Marc Lambert. Je la voyais, appuyée contre le mur dans le hall, son téléphone à la main, un air de fausse nonchalance. Et puis, il apparaissait, en blouse impeccable, et son visage s'illuminait. Ses rires résonnaient dans le hall, un son que je n'entendais plus souvent chez nous. Je me souviens d'une après-midi. J'étais en salle de repos, sirotant un café, quand je les ai vus passer, Caroline et Marc, discutant avec animation. Elle riait,
la main posée sur son bras, un geste familier, intime. Il la regardait avec une attention que je n'avais pas vue de sa part depuis des mois. Un regard empreint d'admiration et, je dois bien l'avouer, d'un certain désir. Mon cœur a fait un bond douloureux dans ma poitrine, comme un poisson hors de l'eau. Est-ce que je me faisais des idées? Étais-je devenu paranoïaque, assombri par mon secret et sa propre frustration? Je me suis forcé à rationaliser. C'était juste une amitié naissante, une courtoisie entre collègues et la femme d'un collègue. Mais la graine du doute était plantée, et elle commençait à germer avec une rapidité effrayante. Les commentaires de Caroline sur Marc se firent plus insistants, plus élogieux. « Tu sais, Antoine, ce docteur Lambert, il est vraiment charmant, et tellement prometteur. Il m'a raconté qu'il visait un poste de chef de clinique l'année prochaine. Il a de l'ambition, lui. » Le contraste était clair, le sous-entendu cinglant. Lui, c'était Marc, l'incarnation de la réussite que j'avais volontairement délaissée. Et toi, Antoine, l'homme qui avait tout sacrifié pour une vie ordinaire. Chaque compliment à son égard était un reproche voilé, une pique acérée qui s'enfonçait un peu plus profondément en moi. Elle le mettait en scène, le magnifiait, le sacralisait. Marc disait que mon opinion sur la décoration de l'entrée de l'hôpital était très pertinente. Il a un goût sûr, et il écoute. Ses yeux brillaient quand elle en parlait, d'une lumière que je ne reconnaissais plus. Cette admiration pour lui, elle était en train de se transformer en un aveuglement vis-à-vis de moi, une indifférence à mon égard qui me glaçait jusqu'aux os. Je devenais un fantôme dans ma propre maison, un meuble dont on ne remarquait plus la présence, sauf pour s'en plaindre. Un soir, je l'ai trouvée sur son téléphone, un grand sourire aux lèvres. Elle tapait frénétiquement. J'ai jeté un coup d'œil discret à l'écran. C'était une conversation sur un réseau social, avec Marc. Des émojis, des mots doux, des blagues qu'il partageait. Je n'ai pas lu plus, mais la simple image m'a suffi. Une épée gelée s'est enfoncée dans ma poitrine. C'était la première fois que le tissu de notre confiance, déjà effiloché par ses frustrations et mon silence, se déchirait de manière aussi visible. Elle cherchait chez cet autre homme ce que, selon elle, je ne pouvais plus lui offrir. L'éclat, le prestige, la promesse d'une ascension sociale. Elle construisait une nouvelle illusion, une nouvelle façade, sans se douter que la sienne était déjà en train de s'écrouler, pierre après pierre, sous le poids de ses propres désirs. Et moi, comme un spectateur impuissant de ma propre tragédie, je regardais le fleuve déborder, emportant tout sur son passage, sans pouvoir retenir une seule goutte de l'eau qui s'enfuyait. Le silence est un rempart fragile, et le mien était sur le point de céder. La flamme de notre foyer, jadis si ardente, se consumait désormais sous l'ombre grandissante d'une indifférence mordante, alimentée par l'ambition démesurée de Caroline. Je me souviens de ces soirées où le silence, autrefois complice, s'était transformé en un murmure assourdissant de reproches et d'attentes non formulées. Elle avait trouvé son miroir, son aspiration incarnée, dans le docteur Lambert, ce jeune interne au sourire facile et à la carrière prometteuse. Ses yeux, autrefois posés sur moi avec une tendresse, même feinte, s'étaient désormais détournés pour ne s'accrocher qu'à l'image scintillante qu'il projetait. Connais-tu ce sentiment étrange, presque déroutant, de voir la personne que tu aimes s'éloigner sous tes yeux, non pas physiquement, mais spirituellement? C'est comme regarder un navire sombrer au large, impuissant, le cœur serré par la certitude que chaque vague le tire un peu plus vers les abysses. C'était Caroline, mon épouse, mon amour, qui s'éloignait ainsi, un sourire accroché aux lèvres pour le docteur Lambert, un sourire qui ne m'était plus jamais destiné. Nos dîners, ces moments sacrés où nous partagions les petits riens de nos journées, étaient devenus le théâtre silencieux de son admiration non dissimulée. Je la voyais pencher la tête, ses cheveux blonds effleurant à peine son épaule,
le regard pétillant d'une intensité qu'elle n'avait plus pour moi depuis des lustres, alors qu'elle écoutait, fascinée, les récits de Marc sur ses longues gardes, ses cas complexes, ses aspirations à devenir un grand chirurgien. Chaque mot qu'il prononçait était pour elle une note de musique, une mélodie d'un futur qu'elle convoitait, un futur que, selon elle, je ne pourrais jamais lui offrir avec ma modeste profession d'infirmier. Ses mains, si souvent glissées dans les miennes dans les débuts de notre relation, trouvaient désormais prétexte à effleurer la manche du docteur Lambert, à toucher son bras, comme un gage d'une complicité naissante, d'une intimité qu'elle tissait sous mes yeux. Ses rires étaient plus sonores, plus cristallins en sa présence, un éclat qu'elle semblait avoir éteint depuis longtemps lorsque nous étions seuls, à la maison. Elle parlait de lui à nos amis, à sa famille, avec une fierté qu'elle n'affichait plus pour moi. « Marc est tellement brillant, tu sais, » disait-elle, son visage s'illuminant d'une lueur que je reconnaissais, celle de l'ambition, celle du désir de briller par procuration. Il a déjà tant de projets, tant d'idées pour l'avenir. Elle vantait ses études, ses diplômes, ses connexions, tout ce qu'elle considérait comme les insignes de la réussite dans notre société. Pendant ce temps, moi, je devenais transparent, un meuble dans le décor de sa vie, une ombre dont la présence était à peine tolérée. C'était comme si mon existence se réduisait à un fond sonore, une musique d'ascenseur jouée en sourdine, pendant qu'elle dansait sur un air plus entraînant avec un autre. Qu'aurais-tu fait, à ma place, voyant ta femme s'enliser dans une telle mascarade, aveuglée par la quête du superficiel? Les humiliations, subtiles au début, devinrent vite flagrantes, un poignard qu'elle enfonçait un peu plus profondément à chaque fois, non pas avec la haine, mais avec cette indifférence glaçante qui est parfois pire que la colère. Je me souviens d'une soirée chez des amis, l'air chargé de rires et de conversations banales, quand l'un d'eux, maladroitement, me demanda ce que je faisais au juste à l'hôpital. J'allais répondre, comme toujours, par une pirouette évasive, mais Caroline me coupa, un sourire pincé sur les lèvres. « Oh, Antoine, il est juste infirmier, » dit-elle, insistant sur le « juste » comme on souligne une faute d'orthographe. Ses yeux balayaient l'assemblée, comme pour s'excuser de ma modeste condition. Le ton était dismissif, l'embarras palpable dans sa voix. Je sentis la chaleur monter à mes joues, un feu intérieur qui brûlait mes joues d'une honte qui n'était pas la mienne. Les regards de nos amis glissèrent de Caroline à moi, certains avec pitié, d'autres avec une curiosité gênée. Je fixais mon verre, la glace s'entrechoquant doucement contre le cristal, une symphonie glaciale résonnant dans le silence qui s'était installé. Chaque mot, un petit coup de marteau sur le piédestal que nous avions construit ensemble. Chaque rire forcé, après sa remarque, un fragment de mon âme qui se brisait. Ces remarques dédaigneuses n'étaient pas isolées. Elles devinrent le leitmotiv de notre quotidien. À la maison, au petit déjeuner, alors que le café fumait encore dans nos tasses, elle soupirait. « Si seulement tu avais eu un peu plus de cran, Antoine. Regarde Marc, lui, il sait ce qu'il veut. Il ne se contente pas. » Chaque phrase était une flèche, tirée avec une précision mortelle, visant directement mon cœur. Elle ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre, que mon choix de vie, cette simplicité que j'avais embrassée après des années de gloire et de responsabilités écrasantes, était une quête d'authenticité, non un manque d'ambition. Mais pour elle, l'ambition se mesurait à l'aune du compte en banque, de la taille de la voiture, de l'adresse du quartier. « On ne peut jamais rien faire d'intéressant avec ton salaire d'infirmier », lâchait-elle un soir, alors que je lui proposais une escapade en week-end dans une petite auberge de campagne. Son regard s'attardait sur les pages glacées d'un magazine de voyage, où des destinations lointaines, inaccessibles à son échelle, s'étalaient avec insolence. Ce dédain constant creusait un abîme entre nous, un gouffre insondable que même les ponts de nos souvenirs heureux ne parvenaient plus à enjamber. La confiance, ce fil invisible qui tisse deux âmes ensemble, s'effilochait, brin après brin. Le respect mutuel, fondation de toute relation durable, s'écroulait sous le poids de ses jugements.
Nos conversations se limitaient aux logistiques du quotidien, dénuées de toute chaleur, de toute intimité. Les étreintes devenaient mécaniques, les baisers, des formalités. Je pouvais sentir la distance physique grandir entre nous, même lorsque nous étions assis l'un à côté de l'autre sur le canapé, le soir. C'était comme si un mur de verre invisible s'était érigé, nous séparant, nous permettant de nous voir, mais nous empêchant de nous toucher, de nous comprendre. Connais-tu cette solitude, cette écrasante sensation d'être seul même au milieu de la foule, encore plus seul quand cette foule est la personne la plus proche de toi? C'était ma réalité. J'observais, impuissant et meurtri, ces signaux alarmants qui clignotaient autour de nous, comme des balises de détresse dans l'obscurité. Chaque flirt avec Marc, chaque pic sur ma profession, chaque regard vide qu'elle me lançait, était un coup de canif dans le tissu déjà déchiré de notre union. Je me demandais sans cesse ce qui avait pu déformer à ce point notre relation. Était-ce une façade depuis le début? Avait-elle toujours été ainsi, attendant juste la bonne occasion pour révéler sa vraie nature, celle d'une femme guidée par le désir de reconnaissance sociale et de richesse matérielle? Ou était-ce moi, mon choix de vie, ma quête de discrétion, qui l'avait poussée à bout, la frustrant jusqu'à la trahison? Mon cœur se serrait à cette pensée. Je me revoyais dans les salles d'opération, sous les feux des projecteurs, acclamé par mes pairs, mais cette vie ne m'avait pas apporté la paix. Je cherchais quelque chose de plus simple, de plus vrai. Avais-je eu tort de penser que l'amour de Caroline était bâti sur des fondations aussi solides que les miennes, non pas sur des titres ou des fortunes? La tentation de briser le silence, de révéler mon véritable statut, me traversait parfois l'esprit comme un éclair. De lui crier qui j'étais réellement, de voir son visage se décomposer sous le choc de la vérité, de lui montrer que l'homme qu'elle méprisait était en réalité la sommité que d'autres adulaient. Mais à quoi bon? Aurait-elle réellement changé? Aurait-elle compris le sens de mes choix? Ou aurait-elle simplement ajusté son ambition à ma nouvelle, ou plutôt à mon ancienne, gloire? Je craignais que la vérité, loin de la ramener à la raison, ne fasse qu'exposer l'étendue de son hypocrisie et ne détruise irrévocablement ce qui restait de notre relation, cette coquille vide que nous habitions encore. Fallait-il que je brise mon propre masque pour la sauver de sa propre folie, quitte à détruire ce qui restait de nous, cette illusion de paix et de stabilité que nous maintenions encore, malgré tout? Alors je me taisais. Je continuais à jouer mon rôle d'infirmier ou d'assistant médical, de cet homme sans envergure qu'elle décrivait. C'était une torture silencieuse, un fardeau que je portais chaque jour, mais je pensais, naïvement peut-être, que c'était le prix à payer pour préserver ce que j'appelais encore notre équilibre fragile. Un équilibre aussi précaire qu'une tour de cartes, menaçant de s'effondrer au moindre souffle. Chaque matin, en enfilant mon uniforme d'infirmier, je me sentais à la fois un imposteur et un martyr. Imposteur, parce que je dissimulais une part essentielle de mon identité. Martyr, parce que je sacrifiais ma dignité pour une femme qui, jour après jour, la piétinait allègrement. J'espérais, avec une obstination presque pathétique, qu'elle verrait au-delà du paraître, qu'elle se réveillerait de cette course effrénée à la reconnaissance sociale, et qu'elle retrouverait l'homme qu'elle avait épousé, non pas le titre ou le statut qu'il aurait pu avoir. C'était une prière silencieuse, lancée chaque nuit dans le vide, alors que Caroline dormait, son dos tourné vers moi, le rêve de Marc Lambert et d'une vie plus clinquante, probablement gravé dans son subconscient. La douleur était devenue ma compagne fidèle, un écho sourd dans la pièce vide de mon cœur, mais je refusais de l'entendre. Je refusais d'admettre que la fin était proche, que la trahison avait déjà planté ses racines trop profondément. Il y a des matins qui commencent comme tous les autres, avec la promesse tranquille d'un café chaud et le doux frottement du soleil sur les rideaux. Et puis il y a ceux qui se brisent en mille éclats, avant même que le jour ne se lève vraiment,
vous laissant avec un goût de cendre dans la bouche et un vide abyssal dans l'âme. Pour moi, ce matin-là, ce fut le latte. Le téléphone a vibré sur la table de nuit, arrachant un gémissement à Caroline à mes côtés. J'ai décroché, les yeux à peine ouverts, la voix pâteuse. C'était l'hôpital, une urgence. Rien d'inhabituel pour un assistant médical comme moi, ni même pour un professeur, comme j'étais censé ne plus l'être. Mais la voix à l'autre bout, celle de l'infirmière de garde, portait une note d'alarme que je n'avais pas entendue depuis des années. Caroline, qui avait tant méprisé ma routine matinale, ma blouse immaculée, mes départs silencieux vers un travail qu'elle jugeait si peu glorieux, s'était endormie dans l'une de ses colères froides la veille. J'avais ressenti son irritation latente, cette tension palpable qui était devenue notre compagne silencieuse depuis des mois, alimentée par son désir insatiable de plus, de toujours plus. Elle rêvait de galas, de voitures de luxe, de voyages exotiques. Moi, je rêvais d'une vie simple, de ces petits bonheurs invisibles qu'elle ne voyait plus. N'est-ce pas étrange, de désirer l'obscurité après avoir tant brillé, de vouloir se fondre dans la masse pour retrouver son essence, quand d'autres ne rêvent que de lumière, quitte à s'y brûler. Ce matin-là, alors que je me préparais à partir, cette urgence à l'hôpital n'était qu'un prélude, un murmure du destin. Mais le vrai cataclysme s'est abattu quelques heures plus tard. J'étais en train de revoir des dossiers quand mon téléphone a vibré de nouveau. Un numéro inconnu. C'était ma voisine. Sa voix était hachée, tremblante. « Antoine, Caroline, elle est tombée. Très mal. Ils l'ont emmenée en urgence. Mon sang n'a fait qu'un tour. Toutes mes années de pratique, tous mes diplômes, toutes les opérations critiques que j'avais menées, tout ce savoir qui sommeillait en moi s'est réveillé en une fraction de seconde, accompagné d'une angoisse primitive, viscérale. Mon épouse, celle avec qui j'avais partagé tant d'années, tant d'intimité, celle qui m'avait tant blessé, était en danger. J'ai couru. J'ai traversé les couloirs familiers de l'hôpital à une vitesse que je ne savais plus avoir, le cœur battant la chamade, une boule de glace dans l'estomac. Le personnel que je croisais me regardait avec surprise. D'ordinaire, j'étais le calme, le posé, l'assistant discret. Là, j'étais un homme traqué par la peur. Qu'aurais-tu fait à ma place ? Aurais-tu pu dissocier l'homme blessé de l'époux paniqué, du médecin expert ? Je ne savais plus qui j'étais à cet instant. Je n'étais qu'un corps propulsé par l'urgence, par cette lueur d'espoir insensé de la retrouver indemne. Je suis arrivé aux urgences. Le chaos habituel des lieux était amplifié par ma propre détresse. Des lumières crues, des bruits assourdissants, des voix qui s'entrechoquaient. J'ai aperçu Caroline sur un brancard, pâle, le visage couvert de sueur, des grimaces de douleur déformant ses traits d'ordinaire si parfaits. Des infirmiers s'affairaient autour d'elle, des médecins discutaient à voix basse. J'ai entendu des mots qui ont résonné en moi comme un glas. Hémorragie interne massive, péritonite, état critique. Mon cerveau de chirurgien s'est mis en marche, analysant chaque terme, chaque symptôme, construisant déjà le puzzle d'un diagnostic funeste. C'était grave, très grave. Un cas désespéré si l'intervention n'était pas immédiate et parfaitement maîtrisée. Et puis, je l'ai vu. Marc, le docteur Lambert. Il se tenait là, près du brancard de Caroline, son costume froissé, les yeux écarquillés. L'idole de ma femme, l'homme qu'elle comparait à une étoile montante, alors que je n'étais à ses yeux qu'une poussière sous les tapis de son existence. Il parlait à un senior, sa voix tremblante, ses gestes désordonnés. Il pointait des scanners du doigt, expliquait quelque chose avec une agitation fébrile. J'ai compris. Il était là, il avait été appelé, il essayait de gérer la situation. Mais le tremblement dans ses mains, la panique dans son regard, tout criait son inexpérience. Caroline m'a aperçu.
Son regard a croisé le mien. Il n'y avait plus de mépris, plus de dédain. Juste une peur animale, une supplication muette. Elle a essayé de me tendre la main, mais elle était retenue par les sangles. C'était la première fois depuis des mois que je voyais en elle une once de vulnérabilité aussi pure, aussi désespérée. Antoine. Sa voix n'était qu'un souffle. Mon nom, prononcé sans une pointe d'ironie, sans une ombre de jugement. Juste mon nom. Je me suis approché, mon cœur déchiré entre la rage et la pitié, entre la douleur du passé et la terreur du présent. Marc s'est retourné, me voyant comme l'assistant médical habituel, le discret Antoine. « Ah, Antoine, bonne chose que tu sois là. On a un cas compliqué. » Sa voix était forcée, son visage livide. « C'est ma femme, Marc, » ai-je dit, ma voix étonnamment calme, presque glaciale. Sa mâchoire s'est décrochée. Son regard, soudain, s'est empreint d'une gêne profonde, d'une honte mal dissimulée. Il savait. Il savait tout des flirts, des sourires échangés, des petites piques qu'elle me lançait devant lui. Les médecins se sont réunis, tentant de décider de la marche à suivre. Marc, malgré son air de gravitas feinte, était visiblement dépassé. J'entendais des bribes de conversation. Trop risqué, complications possibles, manque d'expérience sur ce type d'hémorragie. Le chirurgien de garde était sur un autre bloc. Un autre, plus expérimenté, était en congé. L'horloge tournait, et avec chaque tic-tac, la vie de Caroline s'effilochait un peu plus. Marc, le beau Marc, l'idole que Caroline avait tant admiré, celui qu'elle croyait capable de soulever des montagnes, s'est effondré. Littéralement. Il a reculé du brancard, ses mains tremblantes, un filet de sueur coulant sur sa tempe. Je ne peux pas, a-t-il balbutié, les yeux rivés sur les images effrayantes du scanner. C'est trop complexe. Je ne suis qu'un interne, un résident. Je n'ai jamais vu un cas comme ça. L'aveu a résonné dans le petit cercle de soignants comme une sentence. C'était la vérité nue, crue, sans phare. L'étoile filante de Caroline n'était qu'une bougie vacillante. Le silence est tombé, lourd, oppressant. Caroline, malgré la douleur et la confusion, a entendu. J'ai vu son visage se tordre non seulement de douleur physique, mais d'une douleur morale insoutenable, d'une déception abyssale. Ses yeux ont de nouveau cherché les miens, mais cette fois-ci, il y avait de l'incompréhension, de la trahison dans son regard pour Marc, et une nouvelle supplication pour moi. Qu'elle avait eu tort, qu'elle s'était lourdement trompée, c'était clair. Le chef de service, le professeur Delacroix, un homme à la poigne de fer et à la réputation impeccable, est arrivé, alerté par la gravité de la situation. Il a écouté, a jeté un œil expert au cliché. Son visage s'est durci. « Il nous faut une sommité », a-t-il déclaré d'une voix grave, scannant la pièce. Quelqu'un qui a l'expérience de ces opérations impossibles, de ces cas où la vie ne tient qu'à un fil. Il a balayé du regard les visages pâles des internes, l'agitation des infirmiers. Puis, son regard s'est posé sur moi. Et là, le temps s'est arrêté. C'est le moment que je redoutais et que j'attendais, celui où mon masque allait tomber, où la vérité brute, celle que j'avais si scrupuleusement cachée, allait éclater au grand jour. Il n'y a qu'une personne dans cet hôpital, et même dans cette région, capable de gérer ça, a-t-il dit, sa voix résonnant avec une autorité absolue. Il a fait une pause, un silence qui m'a semblé durer une éternité, tandis que tous les regards convergeaient vers lui, puis vers la direction qu'il indiquait. Mon cœur tambourinait à mes tempes. Caroline, affaiblie mais consciente, a suivi son regard. Elle était sur le point de perdre connaissance, son corps luttant désespérément. Le professeur Delacroix a poursuivi, sa voix grave, impérieuse. « Nous avons besoin du professeur Antoine Dubois, le seul. » Un murmure a parcouru la pièce.
Des regards interrogateurs se sont posés sur moi, l'assistant discret, l'homme de l'ombre. Puis, Delacroix s'est tourné vers moi, un léger sourire énigmatique sur les lèvres, un regard qui disait « Le jeu est terminé, mon ami ». Il s'est adressé directement à Caroline, dont les yeux s'étaient écarquillés dans une sorte de stupeur horrifiée. « Madame, ce professeur dont vous dépendiez, cette sommité que nous avons supplié de venir, il est déjà là. C'est votre mari. Le professeur Antoine Dubois, le célèbre chirurgien que vous avez si souvent qualifié de « juste infirmier » et de « raté ». Le choc a été palpable, électrisant. Un silence assourdissant est tombé, brisé seulement par le bip régulier des machines médicales. Les mots du professeur Delacroix n'étaient pas seulement une révélation, c'était un coup de massue, une sentence. Le docteur Nambert, Marc, s'est effondré sur une chaise voisine, la tête entre les mains, vaincu. Les infirmières ont échangé des regards, choquées, certaines même amusées par la cruauté divine de la situation. Caroline, qu'aurais-tu vu si tu avais été à sa place ? Son visage s'est vidé de tout sang, puis a été envahi par une rougeur violente, mélange de honte, de terreur et d'une incompréhension déchirante. Elle a essayé de parler, mais seul un râle est sorti de sa gorge. Ses yeux, d'ordinaire si vifs, si moqueurs, étaient à présent noyés de larmes, d'un regret sans nom, d'une panique totale. Elle a réalisé. Elle a compris la portée de son aveuglement, l'ampleur de sa trahison. L'homme qu'elle avait publiquement humilié, le petit infirmier sans ambition, était sa seule planche de salut. La métaphore était brutale, sans appel. Son salut dépendait des mains qu'elle avait si dédaigneusement écartées. Mon cœur, pourtant, s'est calmé d'une étrange manière. La douleur personnelle s'est muée en une détermination froide. Le professionnel que j'étais a pris le dessus. Il n'y avait plus de place pour la rancœur, ni pour la satisfaction d'une revanche. Seulement l'urgence. La vie de cette femme, qu'elle soit mon épouse ou non, dépendait de moi. Mon serment d'Hippocrate, ses années d'études, de sacrifices, d'opérations complexes, tout cela résonnait en moi avec une clarté limpide. Préparez le bloc, ai-je dit, ma voix ferme, sans trembler, balayant d'un regard les internes et les infirmiers stupéfaits. Pas de temps à perdre. Je me suis approché de Caroline. J'ai posé ma main sur son front moite. Ses yeux, si grands et suppliants, me fixaient. Je suis là, Caroline. Je vais m'occuper de toi. Et je murmurai. Non pas avec tendresse, mais avec une promesse. Une promesse professionnelle. La préparation fut rapide, frénétique. J'ai enfilé ma blouse, mon masque. Chaque geste était précis, automatique, guidé par des années de réflexes affûtés. Au bloc, l'ambiance était électrique. Les internes, Marc inclus, observaient chaque mouvement, la tension palpable. Le professeur Delacroix se tenait à mes côtés, assistant, observant, validant ma décision implicite de prendre les commandes. L'opération fut longue, ardue. Chaque incision, chaque ligature était un défi, un pas de plus vers la vie ou vers le néant. Le corps de Caroline était une carte complexe de détresse, chaque vaisseau, chaque organe racontant une histoire de souffrance silencieuse. Mes mains, que Caroline avait jugées incapables de lui offrir le luxe qu'elle convoitait, étaient à cet instant ses seuls architectes de survie. Je ne pensais à rien d'autre qu'à ma tâche, pas à sa trahison, pas à son mépris, pas à l'ironie du sort. Seulement à la vie que je tenais entre mes doigts, fragile et précieuse. Le temps semblait s'être dilaté. Les heures s'étiraient en une éternité stérile, rythmée par le bip des moniteurs et le cliquetis métallique des instruments. Enfin, après ce qui sembla être une épopée chirurgicale, la menace était écartée. L'hémorragie contrôlée, les lésions réparées. La vie de Caroline était sauvée.
J'ai relevé la tête, les muscles endoloris, une fatigue immense m'envahissant. J'ai jeté un regard sur le professeur Delacroix, qui a hoché la tête, un sourire sincère et admiratif sur les lèvres. « Bien joué, professeur », a-t-il murmuré. Quelques heures plus tard, Caroline était en salle de réveil, stable. Le plus dur était passé. Pour son corps, du moins. Pour son esprit, l'épreuve ne faisait que commencer. J'ai retiré mes gants, ma blouse souillée. J'ai senti le poids de toutes ces années d'hypocrisie, de silence, de douleur rentrée, s'abattre sur mes épaules. La vérité était sortie de son antre, et elle était une bête sauvage, imprévisible. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Je n'étais plus l'assistant discret. Les regards avaient changé. Les murmures parcouraient les couloirs. Certains étaient respectueux, d'autres curieux, d'autres encore chargés d'un certain Schadenfreude. Marc, le docteur Lambert, me fuyait, la honte gravée sur le visage. Et Caroline était là, dans son lit d'hôpital, se remettant lentement, mais confrontée à un abîme bien plus profond que la blessure de son corps. Quand je suis entré dans sa chambre pour la première fois après l'opération, elle était éveillée. Son visage était encore pâle, marqué par la fatigue et la convalescence. Mais ce qui m'a frappé, c'est le regard dans ses yeux. Plus de mépris, plus d'arrogance. Juste une vulnérabilité brute, une sorte de capitulation silencieuse. Et de la honte. Une honte immense, palpable, qui rayonnait d'elle comme un halo sombre. Antoine. Sa voix était faible, à peine audible. Je me suis tenu là, immobile, à quelques pas du lit. Mon cœur était une pierre, lourde, inébranlable. « Tu es hors de danger, Caroline », ai-je dit, ma voix exempte de toute émotion. Elle a pleuré. Silencieusement, les larmes coulaient le long de ses tempes, se perdant dans ses cheveux. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Tu n'as pas cherché à savoir, ai-je répondu, sans une once de dureté, juste avec le constat froid de la réalité. Tu ne m'as pas cru. Tu ne m'as pas regardé. Tu ne m'as jamais vu, Caroline. Ce jour-là, le silence a été la seule réponse. Il y avait trop à dire, et pourtant, rien ne pouvait être dit. La trahison n'était pas seulement dans ses flirts, dans ses comparaisons. Elle était dans le déni profond de mon être, dans son incapacité à voir au-delà de mes vêtements, de ma fausse modestie. Elle n'avait pas trahi un poste, elle avait trahi un homme, une confiance, une âme. Les semaines de convalescence furent des semaines de réflexion. Pour elle, sans doute. Pour moi, c'était le temps de faire le tri dans les ruines de notre mariage. La maison était devenue un mausolée de souvenirs, de rires éteints, de promesses brisées. Qu'aurais-tu fait, à ma place? Pardonner l'impardonnable? Reconstruire sur les cendres d'un respect anéanti? Ou accepter l'inéluctable? J'ai choisi la dernière option. Un soir, après qu'elle fût revenue à la maison, encore faible mais stable, je me suis assis en face d'elle. J'ai vu son appréhension, sa peur de ce qui allait suivre. « Caroline », ai-je commencé, ma voix empreinte d'une fatigue profonde. Je ne peux pas continuer. Elle a baissé les yeux, ses mains jointes tremblantes. Elle ne s'est pas battue. Elle n'a pas protesté. Peut-être savait-elle déjà. Peut-être avait-elle compris, enfin, que l'argent et le statut ne pouvaient pas racheter l'âme brisée d'un homme, ni la dignité foulée aux pieds. Notre divorce fut rapide, étonnamment calme, sans éclat, sans scandale. Les biens ont été partagés, les chemins séparés. Elle a gardé la maison qu'elle aimait tant, celle qui avait été le symbole de ses aspirations, et de mon échec à ses yeux. J'ai pris le strict minimum, ma liberté retrouvée, et la profonde certitude d'avoir fait ce qui était juste. Aujourd'hui, des années plus tard, je ne suis plus l'assistant médical.
J'ai repris mon poste de professeur et de chirurgien à temps plein dans un autre hôpital, loin de cette ville et de ses souvenirs. Je n'ai jamais plus cherché à cacher ma véritable identité. J'ai appris une leçon précieuse. La véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, ni dans le regard des autres, mais dans l'intégrité de son âme, dans l'authenticité de ses relations. Caroline, je n'ai plus de nouvelles directes, des rumeurs parfois. Elle aurait vendu la maison, se serait lancée dans une nouvelle vie, toujours à la recherche de ce bonheur insaisissable que les apparences promettent sans jamais le livrer. Marc, le docteur Lambert, a poursuivi sa carrière, mais avec une humilité nouvelle, dit-on. Cette histoire, ma propre histoire, aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui. N'est-ce pas fascinant de voir à quel point les démons intérieurs, la peur du jugement, l'orgueil, l'envie, peuvent se manifester de manière si différente? J'ai cherché la simplicité, elle a couru après le faste. Et au final, nous avons tous les deux payé le prix. Elle, de son aveuglement, moi, de mon silence. Il suffit d'un instant pour que tout bascule. Un diagnostic inattendu, une révélation brutale, une confrontation avec la vérité. Un instant pour que les masques tombent, que les illusions se dissipent, et que la réalité, dans toute sa cruauté et sa clarté, nous frappe de plein fouet. Alors, je vous pose la question, vous qui m'écoutez. Connais-tu ce sentiment où la vérité éclate, si forte, si implacable, qu'elle redéfinit tout ce que tu croyais savoir? As-tu déjà été confronté à l'ironie du sort, à cette justice poétique qui frappe au moment le plus inattendu? Et surtout, es-tu capable de voir au-delà des apparences, au-delà des titres, au-delà de ce que la société te dicte? Car c'est là, dans cette profondeur, que se cache la véritable essence d'une personne, la véritable valeur d'une relation. Ne l'oublie jamais. Si mon histoire a résonné en toi, si elle t'a fait réfléchir, n'hésite pas à laisser un commentaire ci-dessous. Partage tes propres réflexions, tes expériences. Le dialogue est la première étape vers la compréhension. Abonne-toi à ma chaîne pour d'autres récits, d'autres vérités, d'autres moments de réflexion. Prends soin de toi et des liens que tu tisses. Ils sont bien plus précieux que l'or.